Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Donc voici les titres. Le projet de financement de l'économie bleue prend de plus en plus forme. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Temoko Touré, a signé une convention avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Il est prévu des réformes et des investissements pour une meilleure vitalité de ce secteur. Le ministère de la fonction publique pose un autre pas dans le sens de la qualité du service aux usagers. Le conseil de discipline a rencontré les directeurs régionaux de la santé. La rencontre a porté sur les procédures en la matière dans l'administration, la mise en œuvre et le respect des différentes étapes expliquées aux participants. En Côte d'Ivoire, selon l'UNESCO, 47% des personnes sont analphabètes. Une initiative est en cours pour réduire ce taux. Un groupe de femmes commerçantes dans la commune de Cocody reçoivent des cours. C'est un atelier qu'elles apprennent à lire et à écrire. Un coup de projecteur sur ces initiatives à suivre dans le dossier de ce soir. Et puis l'ancien président Luiz Inácio Lula da Silva, de nouveau à la tête du Brésil. Il a été élu avec 50,90% des voix. La Norvège annonce la reprise de sa collaboration avec le Brésil. Le pays avait gelé son aide financière pour dire non à la déforestation de l'Amazonie sous Jair Bolsonaro. L'ancien président Luiz Inácio Lula da Silva, de nouveau à la tête du Brésil. Il a été élu hier avec 50,90% des voix contre 49,10% pour le chef de l'État sortant d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Il avait déjà été à la tête du Brésil durant 2 mandats, de 2003 à 2011. Quand Lula a pris la parole, le désormais président élu a dit à ses sympathisants que la roue de l'économie commencera à tourner. La Norvège annonce la reprise de sa collaboration avec le Brésil. Après la victoire de Lula, le pays avait gelé son aide financière contre la déforestation de l'Amazonie sous la présidence de Jair Bolsonaro. Justement, sur cette nouvelle élection, le télégramme du président de la République adressé à son Excellence M. Luiz Inácio Lula da Silva, président de la République fédérale du Brésil. Monsieur le Président, votre élection à la magistrature suprême de la République fédérale du Brésil, après 12 ans d'absence, m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, mais très vive et chaleureuse félicitations. Cette victoire est le signe manifeste de la confiance et de l'espoir que le peuple brésilien place en vous pour le rayonnement de votre grand pays. En cette circonstance, en cette heureuse circonstance, il me plaît de former à votre endroit des vœux choisis de santé et de plein succès dans l'exercice de vos hautes fonctions pour le bonheur du vaillant peuple brésilien. Je voudrais vous assurer de mon entière disponibilité à œuvrer de concert avec votre Excellence au raffermissement des liens d'amitié et de coopération qui unissent si heureusement nos deux pays dans l'intérêt bien compris de nos peuples respectifs. Très haute considération signée Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et puis le vice-président de la République, Temoko Touré, a rencontré ce soir le cardinal Jean-Pierre Coutois, une visite de courtoisie où les deux personnalités ont parlé de paix, une visite qui s'effectue, rappelons-le, à la veille du 1er novembre, fête des Saints, la Toussaint. Et combler le déficit en sucre d'ici à 2025. Le pays veut atteindre l'autosuffisance. C'est la volonté affichée du gouvernement. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a lancé la campagne sucrière en 2022-2023 à Ferké. Kobena Kwasi Adjoumani est revenu sur les défis à relever pour atteindre les objectifs. Un reportage à suivre dans cette édition ou les éditions à venir. Et après le sucre, un autre secteur tout aussi important, tout se précise pour un projet de financement de l'économie bleue de Côte d'Ivoire. Sidi Temoko Touré, ministre des Ressources animales et halieutiques, a signé une convention avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Ce partenariat fixe le cadre pour des réformes et investissements dans le secteur. Davis Oyo, Walter Amadou Ouattara. Gestion efficace et exploitation durable des ressources des océans, des mers, des lacs et des rivières, appelée économie bleue, est l'un des défis de la Côte d'Ivoire. Pour y parvenir, le ministère des Ressources animales et halieutiques et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, formalisent leur cadre de collaboration à travers la signature de conventions.
Cette convention s'inscrit dans le cadre du projet de préparation de financement pour les activités de l'économie bleue en Côte d'Ivoire. C'est un levier complémentaire que ces deux acteurs principaux, c'est-à-dire la FAO et la BAD, apportent dans notre économie, à l'effet de pouvoir gérer durablement la problématique de l'emploi des jeunes, parce que s'ouvriront dans le cadre du développement de cette initiative des niches d'emploi pertinentes, durables pour les jeunes. Nous pourrons aussi adresser les aspects de vulnérabilité des uns des autres de façon structurante. Tout ça autour de la ressource mère qui est à notre disposition. La FAO entend apporter son soutien technique pour contribuer plus rapidement au développement de l'économie bleue de la Côte d'Ivoire. Pour nous, c'est le démarrage d'un investissement majeur dans le contexte vraiment de la transformation de l'économie ivoirienne en passant par l'économie bleue, c'est-à-dire l'aquaculture, la pêche, ça touche aussi le tourisme, ça touche énormément de domaines. Et nous, en tant que FAO, nous allons apporter un appui technique d'accompagnement parce que le travail et l'exécution sera fait par les partenaires gouvernementaux du MIRA, les techniciens du MIRA et les partenaires nationaux qui vont exécuter la tâche. Secteur pourvoyeur d'emploi, l'opération du jour devra aboutir à l'élaboration d'un cadre stratégique national qui sera déposé sur la table du gouvernement pour mobiliser davantage de financements en vue de passer à la transition progressive de l'économie bleue du pays. Les victimes des inondations dans la région de l'Aniébi-Tiassa reçoivent le réconfort et le soutien du gouvernement. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté était à Agboville. Ms. Belmondo Dogo a remis des dons aux sinistrés, 74 millions de francs CFA, des vivres et non-vivres, qui soulagent évidemment ces populations. On le voit avec Patricia Omouetia. C'est l'enceinte de la préfecture d'Agboville qui a servi de cadre à la remise des dons aux victimes. En vous voyant à nos côtés en ces moments difficiles, nous sommes en droit d'affirmer et de reconnaître qu'il y a une place pour nous dans le cœur du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et cet amour vrai transite souvent au travers de ses collaborateurs. Des dons en vivres et en non-vivres, le tout d'une valeur de 74 millions de francs CFA. Nous ne venons pas à Agboville que pour les vivres. Le ministre de la Santé a déployé toutes les équipes pour lutter contre le paludisme et au-delà du paludisme, contre toute autre maladie liée aux inondations et aux eaux maltraitées. La montée des eaux des fleuves Agbo et Nzi a engendré des inondations il y a quelques jours à Agboville et à Nzianoa, dans la sous-préfecture de Tiassalé, ce qui a occasionné de nombreux dégâts matériels. On estime à ce jour à plus de 500 familles sinistrées à Agboville, dont 88 à Nzianoa. Déjà, l'eau a chassé les populations de leurs habitations. Mais ce qui est grave, c'est que les conséquences de cette inondation, c'est que les larves vont se déposer. Et donc, on va avoir des moustiques partout, avec des maladies comme le paludisme, la fièvre typhoïde et même les maladies donc, diarrhéiques. Donc le traitement qui vient d'être fait permet donc de prévenir la population de toutes ces conséquences-là. Lors du Conseil des ministres du mercredi 26 octobre dernier, un fonds spécial de 221 430 000 francs CFA a été décaissé et mis à la disposition du ministère de la Santé et du ministère de la Solidarité pour soutenir les victimes des récentes inondations. Le Conseil de discipline de la fonction publique a initié une rencontre avec les directeurs régionaux de la santé. La rencontre a porté sur les procédures en la matière dans l'administration publique, la mise en œuvre et le respect des différentes étapes expliquées aux participants. Grâce Kando. Assetou est commerçante au marché d'Anono, un quartier de la commune de Cocody. Cette mère de famille, ne sachant ni lire ni écrire, est consciente de son handicap. C'est pourquoi elle intègre un programme d'alphabétisation dans une école à proximité du marché. Aujourd'hui, dans cet atelier d'alphabétisation, il y a au programme la dictée. Tassini, tisse, le pagne. Fini la dictée, elle doit relire son texte. Elle a appris ce métier auprès de son père tisserand. Un exercice qu'elle va pratiquer au quotidien. Un objectif à atteindre, autant la langue que le savoir parler en public. Pour arriver à ce niveau, notre mère de famille a dû essuyer des railleries. Mon activité, je ne savais pas lire, je ne savais pas écrire. Grâce à l'alphabétisation, vraiment, je les remercie beaucoup. Je sais lire
il sait compter. Ici, je ne connais pas mon numéro de téléphone, maintenant je connais mon numéro de téléphone vrai. Comme Assetou, 400 autres femmes sont inscrites à ce programme d'alphabétisation. Pour beaucoup d'entre elles, savoir lire et écrire est une façon de communiquer plus facilement avec leur famille. Moi, je suis dans la chorale. Quand le maître vient, il nous donne la partition ou bien une chose. Mes camarades écrivent, mais moi, je n'arrive pas à écrire. Donc, ça fait que le chant pour maîtriser là, je n'arrive pas. Je vois que dans ces jours-là, ça va. Je peux écrire mon nom. La fois passée, je suis partie, on a fait composition. J'ai montré ma feuille à ma fille, dit « Bravo maman, tu es devenue forte. Hein? » L'alphabétisation se fait également via le numérique en Côte d'Ivoire. En 2016, le gouvernement et l'UNESCO ont mis en place un vaste projet intégré d'alphabétisation fonctionnelle par les technologies de l'information et de la communication en faveur des femmes commerçantes de plusieurs marchés d'Abidjan. Et ces femmes en sont bénéficiaires. Awa vient de la commune d'Abobo pour se faire alphabétiser ici à Cocody tous les mercredis. Il y a 5 mois, elle ne savait pas envoyer de messages à partir de son téléphone portable. Après 4 mois de cours, soit 2 heures tous les mercredis, elle est désormais une femme épanouie. Il nous a donné portable. Maintenant, devant lui, j'étais là, je suis en train de manipuler le portable. Et puis, ma soeur qui est en Nono, elle m'a appelé. Elle m'a dit, aujourd'hui, là, c'est comme il y a une de ta cliente qui est venue, elle a besoin de toi. Mais elle veut ton numéro. J'ai dit, il faut la donner. Elle aussi dit qu'elle ne peut pas donner. J'ai dit, bon, il faut me faire venir le numéro de la femme là sur WhatsApp. Et bien, elle est étonnée. Elle dit, comment? J'ai dit, il faut me faire venir sur WhatsApp. Dans la jeunesse, je vois, actuellement, je ne suis pas encore arrivée loin. Mais avec un peu que je fais là, rien ne peut m'effrayer encore. Si ces femmes sont aujourd'hui indépendantes, Tina, cette autre femme du marché d'Anono, privilégie son commerce au détriment des cours d'alphabétisation qu'elle suivait dans le même centre que Assetou et Awa. Donc ça nous prenait un peu de temps, donc il n'y a même pas de temps pour aller fréquenter. Donc s'il n'y a pas ma sandwich là, tu n'as même pas en l'aise. Donc si tu vas comme ça et puis tu as toujours un peu de ma sandwich, là, tu peux aller fréquenter. Tu sais que si tu es quitté à l'école, tu viens, tu vas avoir mangé. Mais s'il n'y a pas ma santé, tu vas faire quoi? Tu es obligé de... Ta tête n'est pas tranquille. Depuis 2021, Emmanuel, président de l'ONG Gatik, et ses amis se sont engagés dans l'alphabétisation pour venir en aide à ces femmes. Son ONG a même remporté le prix Confucius décerné par l'UNESCO en 2021. À partir des applications embarquées dans les smartphones, elles interagissent avec le téléphone qui leur pose des questions et qui leur donne des réponses. C'est une auto-formation. Elles ont la possibilité d'interroger le téléphone qui leur donne des réponses. Elle veut écrire A, le téléphone lui dit maman, montre A. Elle a pu B, le téléphone dit non, c'est pas B maman. Et ainsi de suite, elle a la possibilité elle-même de s'auto-former à la maison avec des exercices qui lui donnent la possibilité de comprendre les cours qu'on lui donne en présentiel. Et nous suivons ces cours-là et nous avons la possibilité de recevoir des informations qui permettent à ce moment-là de suivre le cours en temps réel. Dans le monde, 771 millions de jeunes et d'adultes ne savent toujours pas lire et écrire. En Côte d'Ivoire, ce sont 47% de personnes qui sont analphabètes. Il faut donc agir. C'est ce qui a suscité en 1967 l'institution d'une journée dédiée à la promotion de l'alphabétisation par l'UNESCO. C'est une journée qui a été instaurée pour défendre la dignité humaine, mais aussi les droits de l'homme pour avoir accès au savoir et démocratiser aussi l'accès à certaines capacités. Vous savez, l'alphabétisation, c'est apprendre à quelqu'un lire, écrire et comprendre les choses. Malheureusement, beaucoup d'efforts ont été faits, mais jusqu'à présent, nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de disparités, et surtout chez les femmes. La 55e édition est abritée par la Côte d'Ivoire cette année. Alors pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire? Omar Diop, le représentant résident de l'UNESCO, nous en dit plus. Alors, le choix de la Côte d'Ivoire se opérait parce qu'il y avait déjà beaucoup d'efforts consentis. Juste après la Covid, on a lancé les états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Mais maintenant, au mois de juin, le 16, précisément le 16 juin à Marrakech, s'est tenue ce qu'on appelle la 7e conférence internationale sur l'éducation des adultes.
Donc, on parlait d'alphabétisation. Il y a eu la participation de la Côte d'Ivoire qui était représentée par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le professeur Mayatou Kone, qui a rencontré durant cet événement aussi la sous-directrice générale de l'UNESCO pour l'éducation. Et les discussions aboutissent à un consensus qu'il fallait délocaliser la célébration mondiale au niveau de la Côte d'Ivoire et donner cette plateforme qui serait l'utilité et l'occasion pour le pays de disposer de beaucoup d'autres exemples. 2/3 des analphabètes dans le monde sont des femmes et l'UNESCO, en choisissant la Côte d'Ivoire pour abriter cet événement mondial, veut lui donner l'opportunité d'exposer sur son projet innovant en faveur de l'alphabétisation des femmes via le numérique. Il y a une très grande visibilité qui va s'opérer de l'effort national, de l'élan national, mais pas seulement de cela, mais aussi des pratiques qui sont déjà expérimentées ici en Côte d'Ivoire. Je le disais tantôt, l'alphabétisation par le numérique. Avoir son smartphone et pouvoir, à partir de ce smartphone-là, apprendre à lire et à écrire à des femmes, par exemple, qui sont dans un marché qui vendent des légumes ou des produits. Je pense que ça a été une grande innovation. Et cette innovation a été faite par la Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est une grande première. Mais l'autre exemple que je pourrais citer comme retombée, c'est que de par ce leadership qui a été joué dans le secteur de l'éducation en général, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se trouve comme pays champion sur la transformation de l'éducation, mais aussi pays champion de la transformation de l'alphabétisation. En conjuguant alphabétisation et développement des compétences, il est possible d'aider les populations les plus vulnérables à améliorer leurs conditions de vie et leurs moyens de subsistance, selon l'UNESCO. Et vous l'avez certainement remarqué, c'était le dossier de Sephora Zegui, un coup de projecteur donc dans ce 20h sur l'alphabétisation avec un groupe de femmes commerçantes dans la commune de Cocody. Et juste avant, je vous le disais, le Conseil de discipline de la fonction publique a initié une rencontre avec les directeurs régionaux de la santé. La rencontre a porté sur les procédures en la matière dans l'administration publique, la mise en œuvre et le respect des différentes étapes expliquées aux participants. On le voit avec Grace Kando. Plus de 300 dossiers sont enregistrés chaque année au Conseil de discipline de la fonction publique, dont 140 relevant du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. À l'origine, plusieurs manquements constatés, ce sont entre autres le refus de rejoindre le poste d'affectation, les abandons de poste, le manque de courtoisie, d'où cette rencontre sur les procédures disciplinaires dans la fonction publique. Dès le constat de la faute, le chef hiérarchique direct de mise en cause devait pouvoir donner une demande d'explication écrite. Il a le droit de s'expliquer, ce qu'on lui reproche. Et au vu des informations livrées, il appartient à la tutelle d'apprécier à leur niveau. Et s'ils constatent que la faute est très grave, alors ils adressent un rapport circonstancié, accompagné de cette demande d'explication et des pièces justificatives à transmettre à Madame le ministre de la fonction publique. C'est elle qui détient le pouvoir de décision. Les directeurs régionaux de la santé sont mis à contribution pour redorer l'image de la corporation. C'est un atelier important, c'est nous amener à avoir un certain nombre de connaissances dans ce domaine-là, donner un nouveau visage à la fonction publique, des gens d'abord bien formés, disciplinés et qui ont l'amour du travail bien fait. La ministre de la fonction publique invite l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État à un changement de comportement. Il nous faut assumer nos responsabilités à chaque échelon de nos charges, avec une grande conscience professionnelle et avec efficacité. Cela s'impose à nous. Il nous faut ensemble engager un sursaut citoyen pour le bien de la République et pour l'espérance des générations futures. Après les directeurs régionaux de la santé, le Conseil de discipline de la fonction publique prévoit des rencontres avec les autres ministères. L'idée est de les inciter à s'approprier les procédures disciplinaires.
Allons dans le centre du pays à Bouaké. Les pionniers du développement de Congo-Ndekro célébrés, les élus et les cadres de Bouaké ont effectué le déplacement. Les ministres Amadou Koné et Amédée Kouakou ont exhorté les populations de cette localité à l'union, à la solidarité et à la cohésion pour le développement. Léon Brou. Eau potable, électricité, école primaire, centre de santé, foyer polyvalent, bref, Congo-Ndekro dans la commune de Bouaké a tout d'un village moderne. La route précède le développement. Nous avons bénéficié de la voie principale. Il y a un projet de bitumage du village. Un plan directeur qui va définir un quartier résidentiel, une zone économique qui comprend bien sûr une boucherie, une pharmacie. Mais avant, faut-il reconnaître aux pionniers, dont certains à titre posthume, leur contribution à l'essor de Congo-Ndekro. Cette célébration, une initiative des jeunes cadres et de la mutuelle, soutenue par le président du Conseil constitutionnel Mamadou Koné, le ministre du Transport Amadou Koné et l'association des cadres du Centre pour le développement. Koné Mamadou m'a entendu. Il n'est pas politicien. Il ne peut pas s'associer à une activité politique. Il me demande de vous dire qu'il est à votre écoute, tant que ce serait pour organiser des activités qui puissent faire évoluer Congo-Ndekro, il est preneur. Ce qui fait la beauté de ce pays, c'est le fait que tout le monde soit ensemble. Et c'est là seulement qu'on peut se développer. Tout ce que je peux demander au cadre de Congo-Ndekro, c'est la solidarité, c'est l'entente, c'est la cohésion. Parce que tant que vous êtes ensemble, vous serez forts. Tant que vous serez divisés, votre village n'ira pas loin. Et le ministre Amédée Kouakou d'indiquer sa traversée par une autoroute et les projets pour Congo-Ndekro salue l'engagement du chef de l'État à assurer le bien-être de ses concitoyens. Des refrains bien repris à la grande joie des convives de la fête du développement de Congo-Ndekro par des artistes du terroir baoulé. À Dimokro, il a eu la présentation du schéma directeur de développement du district autonome des Lacs. Le livre blanc est également mis à jour. Il s'agit d'identifier, répertorier et planifier le développement. C'était en présence de la ministre-gouverneur Raymond Goudou Kofi. Le reportage de Kwadjo Kwame. Méthodologie d'élaboration du schéma directeur de développement et de mise à jour du livre blanc du district autonome de la région des Lacs. Un répertoire pour identifier les valeurs, les ressources et autres potentialités locales, un outil de planification et de matérialisation du développement du district afin de la mise en œuvre et d'impulser l'essor de la zone en une certaine période. Le mécanisme de planification nécessite la création d'un cadre institutionnel, un comité de pilotage et d'exécution de la conduite des travaux dans ces grandes lignes. Le diagnostic que nous allons faire va nous faire apparaître les forces et les faiblesses du territoire que nous allons étudier. Et en ce moment, on sait que le district a une tendance agro-pastorale. Donc nous allons nous appuyer sur ces différentes forces-là avec en tête les potentialités agro-pastorales. Et ce sont ces différentes potentialités que nous allons actionner pour développer justement ce territoire au bénéfice des populations. Les observations de l'assistance portent sur l'orpaillage illégal et les nombreux litiges fonciers. Pour le district qui porte le projet, il est question de coordonner, évaluer et suivre toutes les articulations pour l'essor des trois régions, Nzi, Ifou et Bélier. La vision du président de la République, elle est claire. Elle est nette, vision de proximité avec les populations. Faire en sorte que cette notion de décentralisation soit une réalité dans nos différents districts. Et je sais que très bientôt, nous allons pouvoir avoir donc la matérialisation de ce qui est inscrit donc, dans ce schéma directeur pour que nous puissions procéder à la mise en œuvre très rapidement. Afin de joindre l'utile à l'agréable, les meilleurs écoliers et élèves des régions qui composent le district ont été récompensés en numéraire et en nature. Question de préparer la relève et faire du district des Lacs un pôle de l'excellence. Et au niveau justement de l'éducation, un film pour sensibiliser la jeunesse sur les grossesses en milieu scolaire, une initiative de Overcome Women. L'ONG a présenté l'avant-première de ce court-métrage des Dream. L'organisation veut encourager le maintien de la jeune fille à l'école. Prunella Soumou, Jamak Djadji. Sensibiliser les élèves sur le phénomène des grossesses en milieu scolaire et d'autres fléaux qui peuvent perturber le bon déroulement de leur scolarité.
C'est la mission que s'est assignée l'ONG Overcome Women. Pour le lancement de la phase 2 de la caravane Dream Attitude, un court-métrage est réalisé pour attirer l'attention des jeunes sur les conséquences des grossesses en milieu scolaire. On voulait montrer à tout le monde les conséquences des grossesses en milieu scolaire, les conséquences de l'utilisation, la mauvaise utilisation de l'Internet, les sextapes qui se font dans les écoles, les tontines sexuelles qui se font dans les écoles. Nous sommes sur le terrain, nous voyons ce qui se passe, il faut en parler. Il faut alarmer que chaque parent, que chaque enfant prenne conscience de ses responsabilités et qu'il décide d'agir, agir pour lui, agir pour ses droits. À travers la comédie, la tragédie et la mélancolie, The Dream sensibilise. À travers mon rôle, le message que j'aimerais véhiculer à tous mes petits frères, c'est d'être combatif d'abord, de ne pas céder à la tentation, au vice des jeunes. Personnellement, le message que je veux transmettre à la jeunesse, on ne peut pas gâcher toute sa vie pour un simple moment de plaisir, juste quelques secondes ou juste quelques minutes. Il faut rester focus, il faut rester concentré. The Dream sera diffusé dans plusieurs établissements scolaires au cours de l'année académique 2022-2023. La première phase de la caravane Dream Attitude a ciblé plus de 5000 élèves, dont 2500 filles ont notamment bénéficié de serviettes hygiéniques et de 300 livres de leadership. En culture, c'est un rendez-vous annuel de grande envergure à Grand-Bassam, la ville historique. Lundi de la Bissa est consacré à la jeunesse au cœur de cette journée. La formation des danseurs, de chansonniers et de batteurs. Ils doivent pérenniser les valeurs et la tradition Nzima. Les jeunes en formation sont des volontaires issus de toutes les familles. Le reportage de Victoria Angwa. Communion entre la jeunesse Nzima Kotoko de Côte d'Ivoire. La Bissa, fête de renaissance et de bilan de Nzima Kotoko, à travers la procession de la jeunesse. Ce lundi est la journée des jeunes. Ils vont rentrer dans la Bissa, dans l'unité retrouvée, dans le pardon et la réconciliation, comme l'exige la Fanche, la divinité du pardon. Avant de venir danser la Bissa, il faut vous pardonner d'abord, parce que je suis moi-même la divinité du pardon, déclare la Fanche. Fin de citation. Ambiance des grands jours, avec la jeunesse de Port-Boué, conduite par son député-maire. La Bissa, c'est une journée de retrouvailles, de réjouissance. Aujourd'hui, la jeunesse de Port-Boué a été mise en honneur. Et en tant que premier magistrat de la commune de Port-Boué, je ne voulais pas me faire porter cette cérémonie. Je suis venu honorer de ma présence cette cérémonie. Et en tant que fils du Zuma, fils du Silkomoué, je me félicite d'être à cette fête. Les valeurs du pardon, des réconciliations et de l'unité retrouvée s'intègrent à la culture Nzima et à la bonne gouvernance. La pérennisation de ces valeurs passe par la formation des jeunes gens, comme ici à Azuriti et sur la place de la Bissa, par la pratique sur la danse, la poésie chantée et la manipulation des instruments de la Bissa. Et l'Institut national de la jeunesse et des sports a dominé les 3e Jeux universitaires à Korogo. L'INJS n'a laissé que des miettes aux participants. Ce centre a remporté les 6 finales disputées. Une belle fête sportive en présence du ministre Amadou Koulibaly. Voici le reportage de Seydou Koulibaly au Dalégbé. 3 jours durant, Korogo a été la capitale du sport universitaire ivoirien. Une belle fête sportive qui a réuni 13 universités avec 561 athlètes qui se sont affrontés dans 6 disciplines. Après 2 jours de compétition, seules 5 universités se retrouvent pour les finales. Des finales d'un haut niveau en présence du ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly, parrain de cette 3e édition. Je voudrais tout simplement vous dire bravo. À vous et à tous ceux qui ont permis d'organiser ces journées. Dire bravo à toutes les structures qui ont pris une part active à l'organisation de cette saison sportive. Je suis désormais un ardent défenseur du sport à Korogo, comme je l'ai été pour l'école à Korogo, comme je le suis pour la santé à Korogo. Le sport peut désormais compter sur moi. Je serai aux côtés de toutes ces initiatives.
Présente dans 5 finales, l'INJS s'est approprié le titre en football féminin devant l'Université de Mans au tir au but 4-3 après un nul 0-0 dans le temps réglementaire. Dans la finale de handball, l'INJS a dicté sa loi à ses adversaires tant en hommes qu'en dames. L'Université Nord-Sud d'Abidjan a subi la loi des filles de l'INJS 35-18. Un match à sens unique bien maîtrisé par les dames de l'INJS. Chez les hommes, le couvert a été remis et cette fois, c'est l'Université Palefero Gon Coulibaly de Korogo qui a payé les frais avec un score sans appel de 29-15. Insatiables, les élèves professeurs de sport ont raflé les 2 titres en basket, ne laissant que des miettes aux autres. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. On se quitte avec ce que dit le sage ce soir. La bouche ne doit pas dire tout ce que les yeux voient. Dieu le voulant, on se retrouve demain.